Bonjour et bienvenue pour cet enregistrement qui, je crois, est le 10e et dans lequel j'ai envie de vous parler de la co-création. Voilà, nous sommes le 21 mars 2022. Le printemps officiellement a commencé hier et vraiment j'ai envie de vous parler de cette énergie qui nous pousse à co-créer pour dépasser notre individualisme et notre égoïsme qui gère le monde depuis la nuit des temps. Alors d'abord, pour co-créer, c'est-à-dire pour créer avec l'autre, il est indispensable d'être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, eh bien, il est important d'avoir vécu de façon constructive et fiable nos différentes étapes de développement lorsque nous étions enfants. Alors je vais les passer en revue assez rapidement pour que vous puissiez comprendre. Et puis après, eh bien, je continuerai à parler de la co-création. Alors si vous souhaitez prendre des notes, vous pouvez prendre une feuille de papier et la diviser en 4. La case 1 en haut à gauche, la case numéro 2 en dessous, la case numéro 3 en bas à droite et la case numéro 4 en haut à droite. Tout en ayant bien conscience que de la 4, on peut repasser à la 1 et que en fait, cela fait des spirales, comme par hasard. Alors la première étape va grosso modo de la naissance à 18 mois. Ça peut être 15 mois, hein, enfin voilà, c'est un petit peu selon les enfants. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, la durée de ces étapes a tendance à diminuer. Voilà. Donc la première étape, c'est l'étape de la dépendance complète à l'autre. Dans les premiers mois de sa vie, le bébé est complètement dépendant de son environnement, sinon il meurt. Et c'est son environnement qui doit deviner ses besoins du mieux qu'il le peut. Et de la façon dont cet environnement se comportera à l'égard du bébé dépendra la manière dont le bébé va trouver son équilibre et avoir confiance ou pas dans la vie et dans les autres. Si l'environnement est fiable, le bébé aura comme vision de la vie, eh bien la vie c'est chouette. Le monde est sympathique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il aura beaucoup plus facilement confiance en lui que s'il est obligé de faire des demandes et des demandes et des demandes et de pleurer, de s'agiter pendant longtemps pour obtenir peu ou prou ce dont il a besoin. Alors toutes les étapes dépendent bien entendu l'une de l'autre et plus une étape est bien vécue, mieux elle est vécue, plus la construction de l'enfant va être stable et va lui permettre d'avoir confiance en lui et dans sa relation au monde. Donc dans cette première étape, la vision de l'enfant, du bébé sur le monde est la suivante. Moi, je ne sais rien et les autres savent pour moi. Et effectivement, le bébé à cet âge-là se vit comme quelqu'un, c'est même pas quelqu'un, en tout cas comme un être indifférencié. Et le pronom personnel qui pourrait résumer cela, c'est le « on ». Voilà. Et puis, petit à petit, avec l'apparition de la marche, eh bien, ce bébé qui est en train de grandir commence à explorer le monde. Et là, forcément, son entourage doit mettre des protections, des limites, doit poser un cadre. Et c'est ce qui se passe dans l'étape numéro 2. C'est-à-dire que le bébé explore et peut se mettre en danger. Et en plus, il va commencer à tester. Tester, forcément, il découvre
Donc, c'est à l'entourage de lui dire, voilà, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça non, ça brûle, ça on va pas là, c'est dangereux. C'est à l'entourage de mettre une barrière en haut des escaliers, de fermer la porte à clé, pour pas que l'enfant aille dans la rue. Vous voyez, voilà, des mesures que l'on fait sans même trop y penser ou y prêter attention, parce que souvent ça nous semble normal, mais qui sont indispensables. Et il en est de même dans l'accueil des émotions de l'enfant. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, on peut commencer en tant que grande personne à nommer l'émotion que rencontre l'enfant et en lui demandant à quel besoin elle se rattache. Et petit à petit, avec cet environnement bienveillant, structurant, cadrant, cohérent et adapté à son âge et à ses besoins, eh bien l'enfant va se construire un cadre de référence. Alors cette étape-là est souvent difficile, à la fois pour les enfants et pour les parents d'ailleurs, parce que l'enfant remet absolument tout en cause, il est en train de découvrir. Et ça peut nous ramener à la façon dont nous avons vécu lorsque nous étions enfants, cette étape-là. Donc ça peut vraiment nous ramener très loin et c'est aussi une bonne opportunité pour le travailler. Et donc cette étape s'appelle la contre-dépendance. Et la vision de l'enfant par rapport aux autres, par rapport au monde, c'est moi je sais toujours pas, mais les autres savent pas. Les autres ne répondent plus à mes besoins. Donc c'est une situation compliquée à vivre et qui va se représenter au moment de l'adolescence. Voilà. Donc une fois son cadre de référence mis en place, eh bien l'enfant va pouvoir passer à l'étape numéro 3, qui est l'étape de la différenciation, l'étape de la mise en place de la personnalité, où l'enfant va passer au je, J-E. C'est-à-dire que la toute première étape, c'était le on. Et puis la deuxième étape, donc celle dont je viens de parler, c'était le il ou elle, parce que l'enfant parle souvent de lui à la troisième personne à cet âge-là. Il ne sait pas encore qu'il est un être individué et séparé. Et c'est seulement à l'étape numéro 3, celle que je suis en train d'aborder, que l'enfant, fort de son cadre de référence, peut se situer au centre et dire « je ». Moi, je. Moi, je sais. Et toi, tu sais pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle la période de l'indépendance, où l'enfant va s'exercer à construire sa personnalité et à se situer dans ce cadre qui a été mis en place à l'étape précédente. Donc c'est une étape assez égocentrique et c'est une étape nécessaire. Bien évidemment, l'idée est de passer à l'étape suivante et ne pas y rester coincé toute sa vie. Voilà, on sait malheureusement ce que ça donne en termes de prise de pouvoir lorsque quelqu'un n'a pas dépassé cette étape-là. Mais c'est une étape qui permet vraiment de vérifier où on en est, de s'affirmer en tant que personne. C'est l'étape du je, J-E. Et bien évidemment, l'étape suivante va être d'aller rencontrer l'autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se connaît suffisamment, une fois qu'on a affirmé ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, une fois que voilà, on est suffisamment bien avec soi-même, alors on est prêt à aller faire des choses avec l'autre. C'est l'étape du nous, ensemble, nous. C'est l'étape qu'on appelle l'interdépendance ou l'autonomie. C'est-à-dire que tout seul, on n'est rien. Et que pour aller rencontrer l'autre, eh bien, si on veut que ça se fasse dans des bonnes conditions, il faut pouvoir être suffisamment bien avec soi-même, suffisamment au clair pour savoir demander par rapport à nos besoins, faire une demande ciblée à la bonne personne, savoir refuser lorsque cela ne nous convient pas,
ou savoir moduler, préciser. Il est aussi nécessaire de savoir recevoir et aussi de savoir donner. Donner, demander, refuser, recevoir. Ce sont vraiment les piliers pour cette co-création harmonieuse. Et c'est très très difficile parce que ça demande une remise en cause permanente pour être vraiment aligné avec soi-même et ne plus rentrer dans des jeux psychologiques de manipulation ni se laisser manipuler. C'est-à-dire que dès qu'il y a une toute petite faille, eh bien forcément, soit l'autre va s'y engouffrer, soit nous allons nous engouffrer dans la faille de l'autre pour combler la nôtre. Et cela n'est pas de mise dans cette étape de co-création si on veut qu'elle soit à la fois fertile, productive, intéressante, enrichissante, joyeuse. Il faut vraiment être aligné avec soi-même. Alors, la mise en place de cette étape qu'on va revisiter et parfaire toute notre vie, comme toutes les autres d'ailleurs, cette mise en place se fait entre 6 ans et 10 ans. C'est l'étape en gros de l'école primaire. L'étape précédente, qui est celle de l'indépendance, correspond à l'étape de la maternelle entre 3 et 6 ans. Donc ces 4 étapes, 0-18 mois, 18 mois 3 ans, 3 ans 6 ans et 6 ans 10 ans, eh bien nous allons les revisiter après. Ça va être la préadolescence, puis l'adolescence, puis la première reconnaissance sociale pour la 3e étape, et puis après ça va être l'étape de l'adulte. Et ces étapes-là, eh bien nous allons les vivre à chaque instant d'une journée. Nous allons les revisiter, nous allons bugger, ou nous allons les parfaire, ou ça va passer tout seul, selon là où on en est, selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on a travaillé. À l'heure actuelle, nous vivons dans une époque où nous pouvons constater que beaucoup de personnes sont encore soit dans l'étape numéro 1, qui forcément va trouver son corollaire, son partenaire, on va dire, dans l'étape numéro 3, c'est-à-dire que si je suis dépendant, eh bien, quelqu'un va venir me sauver. Si je ne sais pas et que l'autre sait, je donne mon pouvoir à celui qui sait. Et du coup, on rentre dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, bourreau, sauveur, victime. C'est-à-dire que si je ne sais pas, eh bien, je vais attendre qu'on me sauve sans demander. Et c'est là que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas juste en termes de justesse. C'est-à-dire que si je ne sais pas, je vais me mettre dans une position de victime et je vais attirer un sauveur qui, pour se sentir aimé, va venir me sauver, alors que je n'ai pas fait de demande claire. Et de la même manière, ce sauveur va venir me sauver parce qu'il y a un bourreau qui m'a fait mal. Et ce bourreau, eh bien, c'est celui à qui j'ai donné mon pouvoir et qui a pris de l'ascendant sur moi sans que je puisse dire stop. Et ça circule comme ça, on peut être tantôt bourreau, tantôt sauveur, tantôt victime, avec quand même une prédilection pour une des 3 postures selon notre caractère. Et ce que nous avons vécu. Et ce que nous venons travailler dans ce bas monde. Lorsque nous sommes en capacité d'accepter toutes les parties de nous, c'est-à-dire de nous aimer suffisamment pour ne pas nous flageller, pour nous permettre le droit à l'erreur, pour continuer à avancer, à grandir, à nous élever, alors nous pouvons rencontrer l'autre en toute sérénité. Et nous pouvons nous aimer de façon à agir comme on ferait avec un petit enfant qui n'a pas encore tout compris et qui du coup ne sait pas. Et du coup, au lieu de le gronder, au lieu de le flageller, au lieu de l'humilier, eh bien, on va le prendre par la main et puis on va lui montrer comment faire. Eh bien, c'est justement ça qui nous est demandé de faire aujourd'hui, à l'heure actuelle.
Du coup, le petit enfant pourrait être nous en tant qu'humain, et cette grande personne, ce parent bienveillant, aimant et structurant, est ce qu'on appelle notre présence je suis, c'est-à-dire la partie de nous qui est multidimensionnelle, qui a accès à la connaissance et qui sait très bien que l'humain que nous sommes à l'heure actuelle est une toute petite partie de cette présence je suis, et que cette petite partie est déléguée sur Terre pour faire l'expérience de la dualité, et que par conséquent, eh bien, elle n'a pas toute la donne. Je vous rappelle que quand nous arrivons sur Terre, après avoir fait le choix d'y revenir, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli qui arrive, si bien qu'au moment de la naissance, eh bien, nous ne savons plus ce que nous sommes venus faire, et que c'est très très difficile à vivre, parce que nous passons brutalement d'une dimension à une autre, même si pendant 9 mois, nous avons eu la possibilité de faire des allers-retours. Eh bien, ce n'est pas la même chose que d'être expulsé à l'air libre et de devoir se débrouiller pour demander, pour respirer et pour pouvoir survivre et s'adapter à ce monde qui a une fréquence beaucoup plus lourde et qui fait que eh bien, les personnes ne sont pas au contact de qui elles sont vraiment. Alors, si nous nous rappelons que nous sommes comme un tout petit enfant et que dans d'autres dimensions, nous sommes reliés à ce parent bienveillant qui est en fait notre présence je suis, alors nous pouvons demander à être rassurés, nous pouvons demander à être accompagnés, et nous n'avons plus lieu d'avoir peur, et donc nous n'avons plus besoin de prendre le pouvoir sur l'autre, ou nous n'avons plus besoin de nous mettre en mode carpette dans la soumission. Et c'est vraiment cette image que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est de la même manière que vous prendriez un petit garçon ou une petite fille par la main quand vous voyez qu'il ou elle est en difficulté. Et bien de la même façon, votre partie multidimensionnelle, votre je suis qui sait, eh bien peut vous prendre par la main et vous emmener là où vous avez besoin d'aller pour apprendre, pour être confiant, pour être en sécurité, et pour faire ce que vous êtes venu faire. Et à ce moment-là, quand on se perçoit de cette façon-là, eh bien, on va percevoir l'autre de la même façon, dans sa partie, j'ai envie de dire divine, mais cela sans aucune connotation religieuse, c'est-à-dire dans sa partie, dans sa complétude. Et si nous nous percevons chacun, chacune et tous dans notre complétude et dans notre multidimensionnalité, alors les jeux de pouvoir n'ont plus lieu d'être. C'est dépassé. On n'en a même plus envie. Et alors, nous pouvons co-créer. Cela nécessite évidemment d'avoir pris conscience des étapes qui ont bugué dans notre enfance et d'avoir fait le nécessaire pour résoudre ces blocages et pouvoir fonctionner de manière plus fluide. Et cela nécessite aussi de savoir que nous sommes reliés à notre présence je suis, qui est là pour nous guider, mais qui ne va pas le faire si nous ne lui demandons pas. Et pour terminer cet enregistrement, j'ai envie de vous lire un texte qui a été écrit par Virginia Satir, S-A-T-I-R, qui était une psychothérapeute américaine décédée en 1988, je crois, et qui était très 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 compétente et brillante dans l'accompagnement, notamment en thérapie familiale. Ce texte, je l'ai découvert en son temps,
grâce à mon thérapeute de l'époque qui m'a permis de faire un beau chemin vers moi-même. Et donc je vais le lire en ayant une pensée pour lui, en le remerciant. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Ma déclaration d'estime de soi, par Virginia Satir. Je suis moi. Dans le monde entier, il n'y a personne d'autre exactement comme moi. Tout ce qui vient de moi est authentiquement moi, parce que moi seul l'ai choisi. Je possède tout ce qui me constitue, mon corps, mes sentiments, ma bouche, ma voix, toutes mes actions, qu'elles soient envers les autres ou envers moi-même. Je possède mes fantasmes, mes rêves, mes espoirs, mes peurs. Je possède tous mes triomphes et mes succès, tous mes échecs et mes erreurs. Parce que je possède tout ce qui est moi, je peux me connaître intimement. Ce faisant, je peux m'aimer et être ami avec moi dans mon entier. Je sais qu'il y a des aspects de moi-même qui me rendent perplexe et d'autres aspects que je ne connais pas. Mais tant que je suis amicale et aimante envers moi-même, je peux, avec courage et espoir, chercher des solutions aux énigmes et des moyens d'en savoir davantage sur moi. Quelle que soit mon apparence, quoi que je dise ou fasse, et quoi que je pense ou ressente à un moment donné, c'est authentiquement moi. Si plus tard des parties de ce qu'on a pu voir ou entendre de moi, de ce que j'ai pensé ou ressenti, s'avèrent ne plus m'aller, je peux me débarrasser de ce qui ne me va plus, garder le reste et inventer quelque chose de nouveau pour remplacer ce que j'ai jeté. Je peux voir, entendre, ressentir, penser, dire et faire. J'ai les outils pour survivre, pour être proche des autres, pour être productive afin de donner du sens et de l'ordre dans le monde des gens et des choses à l'extérieur de moi. Je me possède et par conséquent je peux me réaliser. Je suis moi et je suis bien. Voilà, alors ce texte de Virginia Satir que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, eh bien j'ai envie de le relier vraiment à ce que je viens de vous dire, à savoir nous ne sommes pas tout seuls. Et si tout ce qu'évoque ce texte, vous le mettez dans une perspective de spirale, d'expansion, parce que vous savez que vous êtes reliés à un tout, et ce tout, c'est vos autres parties de vous qui sont restées dans d'autres dimensions et qui savent et qui peuvent vous donner la main dès que vous le demandez, alors vous ne vous sentirez plus jamais seul et vous n'aurez plus peur de la séparation. Vous ne chercherez plus à la compenser. Et il est aussi important, si je garde cette image d'une grande personne bienveillante qui nous tient par la main quand on le lui demande ou qui nous montre le chemin, parce qu'il s'agit quand même bien d'avancer à un moment sur son propre chemin sans avoir des petites roulettes derrière le vélo, eh bien, il est bien évident de se rappeler que ce parent bienveillant à qui nous demandons de temps en temps de nous donner la main, ne va pas forcément nous amener là où nous lui demandons, en tout cas sur le chemin sur lequel nous lui demandons de nous emmener. C'est-à-dire que pour grandir, nous avons besoin de faire des expériences et donc de passer par des chemins de traverse. C'est ça qui va faire la richesse de notre expérience, c'est ça qui va faire qu'on va grandir, qu'on va passer des échelons, qu'on va s'aimer, qu'on va se sentir fier et puis qu'on va pouvoir être sur le chemin qu'on a décidé d'expérimenter avant notre incarnation. Donc voilà, il est bien important de se rappeler que de la même manière qu'un papa ou une maman va poser des limites à son enfant ou ne va pas tout lui permettre ou tout lui donner tout cuit dans le bec, eh bien de la même manière, nous devons aussi nous rappeler que ce n'est pas parce que nous demandons quelque chose que nous allons l'obtenir de la façon dont nous l'attendons. C'est-à-dire que la façon dont va nous être
proposer la réponse ou le chemin, c'est-à-dire notre besoin, ne correspond pas forcément à notre envie. Voilà, donc c'est tout un programme et en même temps, rappelons-nous que nous allons vers du beau, vers de la co-création, que nous ne sommes pas tout seuls et que c'est justement parce que nous ne sommes pas tout seuls et que nous sommes reliés à des dimensions bien plus évoluées que les nôtres, que nous allons pouvoir franchir ce cap et mettre en place une co-création fertile, bienveillante, joyeuse et je ne sais pas quel mot employer, mais j'ai envie de dire pleine. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.